Les gagnants renoncent constamment. Les perdants n'abandonnent jamais. Cette vérité bouleversante nous vient d'Arthur Schopenhauer, ce philosophe qui observait l'humanité avec le regard amusé d'un spectateur assistant au théâtre de l'absurde. Imaginez que tout ce que l'on vous a enseigné sur la persévérance constitue un mensonge monumental. Que les véritables génies soient précisément ceux qui savent quand jeter l'éponge, tandis que les sots s'acharnent jusqu'à leur dernier souffle dans des combats perdus d'avance. Nous évoluons dans une société obsédée par la persévérance aveugle. Les motivateurs professionnels nous bombardent de slogans inspirants depuis leur plateau télévisé. « N'abandonnez jamais », s'exclament-ils, pendant que des millions d'âmes perdues s'épuisent dans des combats déjà perdus d'avance. Arthur Schopenhauer, ce pessimiste génial du XIXe siècle, avait déjà décodé cette imposture monumentale. Dans ses écrits philosophiques d'une lucidité saisissante, il démontrait comment l'entêtement humain n'était souvent qu'une forme sophistiquée de stupidité déguisée en vertu. Les gagnants qu'il observait possédaient tous cette qualité rare, la lucidité de renoncer au moment opportun. Ils savaient reconnaître les causes perdues, les relations toxiques, les ambitions destructrices. Pendant ce temps, les éternels perdants s'accrochaient à leurs illusions comme des naufragés à des planches pourries. Cette leçon schopenhauerienne sur les gagnants qui renoncent révèle une vérité dérangeante sur notre rapport au succès et à l'échec. Le philosophe notait avec ironie que ceux qui réussissent véritablement dans l'existence sont souvent ceux qui ont su renoncer à temps à leurs premières ambitions. Un médecin médiocre devient écrivain brillant. Un pianiste sans talent se découvre mathématicien de génie. Mais pour cela, il faut d'abord avoir le courage de renoncer. Les perdants, eux, persistent à jouer la même partition fausse, année après année, espérant qu'un miracle transformera leur médiocrité en excellence. Schopenhauer comparait cela à un homme frappant sa tête contre un mur en espérant que le mur finira par céder. Révélation. C'est rarement le mur qui cède en premier. Si cette perspective vous intrigue, installez-vous confortablement pour découvrir comment un penseur allemand avait tout saisi de nos échecs contemporains. Abonnez-vous à cette chaîne, activez les notifications et dites-moi en commentaire si vous êtes du genre à renoncer intelligemment ou à persister héroïquement dans l'erreur. Arthur Schopenhauer voit le jour en 1788 à Danzig, aujourd'hui Gdańsk en Pologne. Fils d'un riche négociant et d'une romancière mondaine, il grandit dans un environnement privilégié qui aurait dû faire de lui un bourgeois satisfait. Mais le jeune Arthur développe très précocement une vision du monde qui ferait passer le plus sombre des pessimistes pour un optimiste béat. Son père, Heinrich Floris Schopenhauer, dirigeait une entreprise commerciale florissante et rêvait que son fils perpétuât les affaires familiales. Sa mère, Johanna, tenait salon littéraire à Weimar et espérait voir son fils briller dans les cercles intellectuels européens. Arthur Schopenhauer, fidèle à sa nature contrariante, décida de devenir philosophe, une profession qui, reconnaissons-le, n'a jamais vraiment nourri son homme, sauf à vendre des conférences dans les universités populaires 2 siècles plus tard. L'éducation du jeune Schopenhauer est cosmopolite. Son père l'emmène voyager à travers l'Europe, espérant lui inculquer le goût du négoce international. Ironiquement, ces pérégrinations ne font que renforcer chez Arthur la conviction que la misère humaine est universelle. À Londres, il observe la pauvreté industrielle naissante. À Paris, l'hypocrisie aristocratique. À Lyon, la vanité bourgeoise. Partout où il va, il contemple des gens s'acharnant sur des objectifs futiles, avec une obstination qui le fascine et le désespère simultanément. Dans son journal de voyage, il note déjà ce qui deviendra l'une de ses grandes intuitions. Les plus malheureux sont souvent ceux qui refusent de renoncer à leurs illusions. Le tournant dans l'existence de Schopenhauer survient avec la mort mystérieuse de son père en 1805. Heinrich Floris est retrouvé noyé dans un canal hambourgeois. Suicide? Accident? Le mystère demeure entier, mais pour le jeune Arthur, c'est une libération paradoxale. Il hérite d'une fortune suffisante pour vivre de ses rentes et renonce immédiatement au commerce pour se consacrer à la philosophie.
première leçon pratique de sa future théorie. Parfois, c'est l'existence elle-même qui nous contraint à renoncer, et c'est une bénédiction déguisée. À l'université de Göttingen puis de Berlin, Schopenhauer étudie sous les plus grands maîtres de son temps. Il assiste aux cours de Fichte et découvre la philosophie kantienne qui le bouleverse. Mais contrairement à ses condisciples qui s'acharnent à réconcilier raison et foi, science et religion, Arthur Schopenhauer emprunte un chemin radicalement différent. Il renonce aux tentatives de synthèse optimiste pour embrasser ce qu'il nomme la vérité nue. Le monde est souffrance, la vie est absurde, et la seule sagesse consiste à reconnaître cette réalité. Ses professeurs sont consternés. Ses camarades le trouvent déprimant. Lui trouvent qu'ils sont tous aveugles. L'épisode le plus révélateur de cette période concerne sa tentative de rivaliser avec Hegel, la superstar philosophique de l'époque. En 1820, fraîchement nommé Privatdozent à l'université de Berlin, Schopenhauer programme délibérément ses cours aux mêmes heures que ceux de Hegel. Il est convaincu que les étudiants préféreront sa philosophie claire et pessimiste aux abstractions nébuleuses de son rival. Le résultat s'avère catastrophique. Ses cours attirent 5 auditeurs au maximum, tandis que Hegel fait salle comble. Mais voici où l'histoire devient passionnante. Au lieu de s'obstiner comme un perdant typique, Schopenhauer accomplit exactement ce que prônera sa philosophie. Il renonce. Il quitte l'université, abandonne la carrière académique et se retire pour écrire tranquillement. Cette défaite lui permet de produire Le monde comme volonté et comme représentation, l'œuvre qui le rendra immortel. Hegel, mort en 1831, n'est aujourd'hui lu que par des spécialistes. Schopenhauer influence encore notre vision du monde. Qui était le véritable gagnant? Commentez si cette ironie vous frappe. Parfois, renoncer à la bataille permet de gagner la guerre. La philosophie centrale de Schopenhauer repose sur le concept de volonté, cette force aveugle et irrationnelle qui anime tout l'univers. Dans sa vision, nous sommes tous des marionnettes de cette volonté cosmique qui nous pousse constamment à désirer, à vouloir, à poursuivre. C'est elle qui nous fait croire que le prochain objectif, la prochaine conquête, le prochain accomplissement nous apportera enfin la satisfaction. Mensonge, nous révèle Schopenhauer. La volonté constitue un piège existentiel, et ceux qui n'abandonnent jamais sont ses victimes les plus pathétiques. Ils ressemblent à des hamsters dans leur roue, convaincus qu'ils progressent vers quelque destination alors qu'ils ne font que tourner en rond de plus en plus frénétiquement. Le philosophe développe cette idée avec une précision chirurgicale dans son œuvre majeure. Il explique que la souffrance naît de l'écart entre ce que nous voulons et ce que nous possédons. Les perdants qui n'abandonnent jamais maintiennent cet écart béant en permanence. Ils refusent d'accepter que certains désirs soient inaccessibles, que certains projets soient voués à l'échec, que certaines personnes ne les aimeront jamais. Arthur Schopenhauer les compare à Tantale, condamné pour l'éternité à désirer ce qu'il ne peut atteindre. La différence? Tantale n'avait point le choix. Eux, si. Ils pourraient renoncer et trouver la paix. Mais non, ils préfèrent souffrir par principe. Un aspect fascinant de la pensée schopenhauerienne concerne sa distinction entre deux types d'individus, ceux guidés par l'intelligence et ceux dominés par la volonté brute. Les premiers savent quand renoncer car ils analysent objectivement leurs chances de succès. Les seconds s'acharnent aveuglément, confondant entêtement et courage. Dans ses aphorismes sur la sagesse dans la vie, il relate l'anecdote d'un homme d'affaires qui passa 20 années à tenter d'importer du thé de Chine par une route impossible, perdant fortune et santé dans l'entreprise. Ses concurrents, plus avisés, avaient renoncé à cette route après quelques tentatives et découvert des alternatives profitables. L'homme mourut ruiné et amer, convaincu jusqu'au bout que sa persévérance finirait par porter ses fruits. Pour Schopenhauer, cet homme incarnait parfaitement le perdant qui n'abandonne jamais. Trop orgueilleux pour admettre son erreur, trop obtus pour changer de stratégie. Dans son essai « De la volonté dans la nature », Schopenhauer observe que même les animaux,
manifestent plus de sagesse que les humains sur ce point. Un prédateur renonce à la chasse quand la proie s'avère trop rapide. Un oiseau abandonne un territoire quand les ressources s'épuisent. Seul l'homme, avec sa conscience et son ego surdimensionné, s'acharne contre l'évidence. Il cite le cas des chercheurs d'or de son époque qui persistaient à creuser dans des mines épuisées, refusant d'accepter que l'or n'était plus là. Les gagnants partaient chercher de nouveaux filons. Les perdants périssaient dans leurs excavations, la pioche à la main, maudissant un univers qui ne récompensait point leur ténacité. La théorie du renoncement intelligent selon Schopenhauer ne se limite pas aux projets matériels. Elle s'applique avec une pertinence troublante aux relations humaines. Dans ses carnets personnels, le philosophe note que les amours les plus destructrices sont celles où l'un des partenaires refuse de renoncer malgré l'évidence de l'incompatibilité. Il observe ses contemporains s'acharnant dans des mariages malheureux, des amitiés toxiques, des relations familiales empoisonnées. Les gagnants, selon lui, ont le courage de rompre les liens qui les font souffrir. Les perdants s'accrochent, espérant transformer l'autre, modifier la dynamique, inverser l'inévitable. Schopenhauer compare cela à tenter de transformer du plomb en or par la seule force de la volonté. Une alchimie émotionnelle vouée à l'échec. Un des concepts les plus provocateurs d'Arthur Schopenhauer est celui de l'illusion de l'amélioration progressive. Il remarque que les perdants qui n'abandonnent jamais se racontent souvent qu'ils accomplissent des progrès, même infimes. Cette goutte d'amélioration imaginaire justifie des années d'efforts futiles. Le musicien médiocre qui croit percevoir une légère amélioration dans son jeu après 10 années de pratique acharnée. L'écrivain sans talent qui pense que son 100e manuscrit refusé est presque abouti. L'entrepreneur en faillite perpétuelle qui voit dans chaque échec une leçon précieuse pour le prochain fiasco. Schopenhauer dissèque cette auto-illusion avec une cruauté jubilatoire. Pour lui, ces micro-progrès imaginaires constituent les barreaux de la prison mentale dans laquelle s'enferment les perdants chroniques. Le philosophe pousse l'analyse plus loin en examinant le rôle de la société dans cette épidémie d'acharnement stupide. Il note que la culture, la religion, l'éducation conspirent pour glorifier la persévérance aveugle. Les contes de fées récompensent toujours celui qui n'abandonne pas. Les sermons religieux promettent que la foi déplace les montagnes. Les manuels scolaires célèbrent les héros qui ont persisté contre vents et marées. Mais Schopenhauer souligne malicieusement ce que ces récits édifiants omettent. Pour chaque succès dû à la persévérance, il existe 1000 échecs dus à l'entêtement. L'histoire ne retient que les gagnants, créant l'illusion que ne jamais abandonner constitue la clé du succès. C'est ce que l'on nommerait aujourd'hui le biais du survivant. Mais Arthur Schopenhauer l'avait identifié avec 2 siècles d'avance. Dans ses réflexions sur l'art et l'esthétique, Schopenhauer formule une observation brillante qui éclaire notre sujet. Les grands artistes, dit-il, sont ceux qui savent renoncer. Renoncer aux fioritures inutiles, au développement superflu, aux effets gratuits. Un tableau de maître n'est point celui où le peintre a tout inclus, mais celui où il a su s'arrêter au moment parfait. Une symphonie géniale n'est pas la plus longue ou la plus complexe, mais celle où le compositeur a eu la sagesse de renoncer à toute note superflue. Il oppose cette économie géniale à l'accumulation médiocre de ceux qui croient que plus équivaut à mieux. Les perdants en art sont ceux qui n'abandonnent jamais leur manie d'ajouter, de compléter, d'améliorer, jusqu'à transformer une esquisse prometteuse en œuvre indigeste. La distinction que fait Schopenhauer entre renoncement par sagesse et abandon par lâcheté s'avère cruciale. Il ne prône nullement la capitulation systématique face à la moindre difficulté. Non, ce qu'il décrit est bien plus subtil. La capacité de distinguer entre un obstacle temporaire et un mur infranchissable. Les gagnants qui renoncent le font après une analyse lucide de la situation. Ils ont tenté, évalué, compris que persévérer constituerait du gaspillage existentiel. Les lâches renoncent au premier problème, sans vraiment essayer. Les perdants qui n'abandonnent jamais sont à l'autre extrême. Ils confondent obstination et détermination, aveuglement et vision.
Schopenhauer les place ironiquement dans la même catégorie que les lâches. Tous manquent de la vraie intelligence qui sait quand persister et quand renoncer. Dans sa correspondance privée, Arthur Schopenhauer évoque des exemples contemporains qui illustrent sa théorie. Il mentionne un collègue philosophe qui passa 30 années à tenter de réfuter Kant, produisant volume après volume d'arguments de plus en plus alambiqués. Pendant ce temps, d'autres penseurs avaient renoncé à cette voie stérile et développé leurs propres systèmes originaux. Le pauvre homme mourut amer et oublié, victime de son incapacité à renoncer à une cause perdue. Schopenhauer note avec son ironie habituelle que cet homme aurait pu contribuer quelque chose d'utile à la philosophie s'il avait su reconnaître son erreur initiale et changer de direction. Au lieu de cela, il devint un monument à l'entêtement intellectuel, une note marginale dans l'histoire de la philosophie. Un aspect particulièrement moderne de la pensée schopenhauerienne concerne ce qu'il nomme l'investissement émotionnel dans l'échec. Plus quelqu'un a investi de temps, d'énergie, d'argent dans un projet voué à l'échec, plus il lui devient difficile de renoncer. C'est ce que les économistes appellent aujourd'hui l'erreur des coûts irrécupérables. Mais Schopenhauer l'avait parfaitement décrite au XIXe siècle. Il relate l'histoire d'un inventeur qui avait dépensé sa fortune dans une machine à mouvement perpétuel. Après 10 années d'échecs, au lieu de renoncer, l'homme vendait ses meubles pour financer une dernière amélioration, puis sa maison. Plus il empruntait, plus il s'enfonçait, plus renoncer devenait psychologiquement impossible. Reconnaître l'échec signifierait accepter que toutes ces années, tous ces sacrifices étaient vains. Les perdants préfèrent s'enfoncer davantage plutôt que d'affronter cette vérité dévastatrice. L'ultime révélation de Schopenhauer concerne le bonheur lui-même. Dans ses Parerga et Paralipomena, il développe l'idée que le bonheur n'est point quelque chose qu'on atteint en persévérant, mais quelque chose qu'on découvre en renonçant. Renoncer à la course au bonheur, paradoxalement, ouvre la porte à une forme de contentement. Les gagnants qui ont saisi cela cessent de poursuivre des chimères et trouvent la paix dans l'acceptation. Les perdants continuent leur course effrénée, convaincus que le bonheur se trouve juste après le prochain virage, la prochaine promotion, le prochain accomplissement. Schopenhauer les observe avec la pitié amusée qu'on réserve aux enfants qui croient encore au Père Noël. Sauf que ces enfants ont 40 ans et hypothèquent leur maison pour acheter des billets de loterie. Le philosophe pousse même l'audace jusqu'à suggérer que l'incapacité de renoncer constitue une forme de maladie mentale. Dans ses notes sur la psychologie, il décrit l'entêtement pathologique comme une fixation morbide sur un objectif impossible. Il compare cela aux comportements obsessionnels qu'il observait dans les asiles de son époque. La seule différence, les perdants qui n'abandonnent jamais sont considérés comme admirables par la société, alors qu'ils manifestent la même rigidité mentale que les patients internés. Un homme qui passe son existence à poursuivre une femme qui le rejette, est-il vraiment différent du patient qui compte compulsivement jusqu'à 1000 avant chaque action? Pour Schopenhauer, les deux sont prisonniers de leur volonté malade. Arthur Schopenhauer n'épargne pas non plus le monde académique de son époque. Il observe avec délice ses collègues universitaires s'acharnant sur des théories depuis longtemps réfutées, simplement parce qu'ils y ont consacré leur carrière. Des professeurs passant des décennies à défendre des positions indéfendables, publiant article après article pour sauver leur réputation intellectuelle. Les vrais savants, note-t-il, ont l'humilité de renoncer à une hypothèse quand les faits la contredisent. Les perdants académiques transforment leurs erreurs en dogmes et passent leur vie à les défendre. Il cite le cas d'un géologue qui continua à nier l'existence des fossiles marins en montagne pendant 30 années, préférant inventer des théories de plus en plus absurdes plutôt que de renoncer à sa vision initiale du monde. La critique la plus acerbe de Schopenhauer vise ce qu'il nomme l'héroïsme de pacotille, cette glorification culturelle de ceux qui persistent dans l'absurde. Il démonte méthodiquement les histoires inspirantes de son temps, montrant comment elles cachent souvent des tragédies humaines. Le commerçant qui n'a jamais renoncé et a fini par réussir, Schopenhauer révèle qu'il a détruit sa famille,
perdu sa santé et que son succès tardif ne compense nullement des décennies de misère auto-infligée. L'artiste qui a persisté malgré tout, une existence de pauvreté et d'amertume pour quelques toiles médiocres accrochées dans des greniers poussiéreux. Les vrais héros, selon Schopenhauer, sont ceux qui ont eu le courage de reconnaître leurs limites et de chercher leur voie ailleurs. Dans une lettre particulièrement savoureuse, Arthur Schopenhauer relate avoir rencontré un homme qui tentait depuis 15 années d'inventer une langue universelle. Chaque année, il complexifiait son système pour résoudre les problèmes de l'année précédente, créant un monstre linguistique que nul ne pouvait apprendre. Quand Schopenhauer lui suggéra gentiment de renoncer, l'homme s'indigna. Renoncer maintenant rendrait vains tous mes efforts passés. Le philosophe nota que c'était précisément cette logique inversée qui caractérisait les perdants éternels. Il continue non pas parce que cela a du sens, mais parce qu'arrêter révélerait l'absurdité de leur persévérance passée. C'est l'équivalent existentiel de continuer à consommer un mets immonde parce qu'on l'a payé cher. La vision de Schopenhauer devient encore plus pertinente quand il aborde la question de l'identité. Nombre de perdants qui n'abandonnent jamais le fond parce qu'ils ont construit leur identité entière autour de leur quête impossible. Le poète raté qui se définit par ses vers médiocres. L'inventeur malheureux qui n'existe que par ses brevets inutiles. L'activiste obsessionnel qui milite pour des causes perdues d'avance. Renoncer signifierait perdre non seulement un projet, mais leur sens même de qui ils sont. Schopenhauer observe que les gagnants possèdent une identité plus flexible. Ils peuvent renoncer à un rôle, une ambition, une voie, sans cesser d'exister. Cette fluidité existentielle constitue leur super-pouvoir secret. Le point culminant de la philosophie schopenhauerienne sur le renoncement se trouve dans sa théorie de la négation de la volonté de vivre. Attention, il ne s'agit nullement d'un appel au suicide, mais d'une invitation à transcender la tyrannie de la volonté. Les gagnants ultimes sont ceux qui renoncent même au désir de renoncer, qui atteignent un état de détachement serein face aux aléas de l'existence. Ils agissent, non par compulsion, mais par choix éclairé. Ils poursuivent des buts, non par obsession, mais par intérêt. Et surtout, ils savent s'arrêter quand le jeu n'en vaut plus la chandelle. Les perdants demeurent esclaves de leur volonté jusqu'au bout, incapables de cette liberté suprême qu'est le renoncement intelligent. Dans ses derniers écrits, Schopenhauer développe une métaphore maritime particulièrement évocatrice. L'existence, dit-il, ressemble à naviguer dans une tempête. Les perdants qui n'abandonnent jamais sont ces capitaines qui maintiennent obstinément leur cap initial même quand la tempête les pousse vers les récifs. Ils sombrent avec leur navire en criant « Je n'ai pas dévié d'un degré ». Les gagnants ajustent constamment leur route, renoncent aux destinations devenues impossibles, cherchent des ports alternatifs. Parfois, ils jettent même la cargaison par-dessus bord pour sauver le navire. Le renoncement n'est point une défaite, mais une stratégie de survie. Seuls les fous et les perdants confondent rigidité et courage. L'exemple le plus personnel que donne Schopenhauer concerne sa propre relation avec sa mère. Johanna Schopenhauer, romancière à succès, et son fils philosophe pessimiste, entretenaient une relation houleuse. Après des années de tentatives de réconciliation, Arthur prit la décision de renoncer. Il cessa de chercher l'approbation maternelle, arrêta les visites douloureuses, renonça à l'espoir d'une relation harmonieuse. Ce fut, selon ses propres mots, l'un des renoncements les plus libérateurs de son existence. Sa mère le traita de fils ingrat. La société le jugea. Mais Schopenhauer avait compris qu'il valait mieux être un gagnant solitaire qu'un perdant s'acharnant à mendier une affection impossible. Le génie d'Arthur Schopenhauer réside dans sa capacité à transformer le pessimisme en sagesse pratique. Sa philosophie du renoncement intelligent n'est point une apologie de la lâcheté, mais un manuel de survie existentielle. Dans un monde qui nous pousse constamment à vouloir plus, à tenter plus, à persévérer plus, il nous rappelle que parfois, la plus grande victoire consiste à reconnaître la défaite. Les gagnants ne sont point ceux qui ne tombent jamais, mais ceux qui savent quand cesser de se relever pour un combat perdu d'avance. Ils économisent leur énergie pour les batailles qui en valent la peine.
renoncent aux guerres ingagnables et trouvent la paix dans l'acceptation de leurs limites. La prescience de Schopenhauer est stupéfiante quand on considère notre époque actuelle. Il aurait été fasciné par notre culture de l'acharnement professionnel. Ces entrepreneurs qui dorment 4 heures par nuit pour faire prospérer des startups vouées à l'échec. Ces créateurs de contenu qui persistent à produire du matériel que personne ne regarde. Ces employés qui s'accrochent à des carrières qui les détruisent par peur de l'inconnu. Les réseaux sociaux lui auraient fourni un catalogue infini de perdants qui n'abandonnent jamais. Tous ces gens qui continuent à publier, à naviguer, à défiler, dans l'espoir désespéré de combler un vide existentiel. Les gagnants ont déjà renoncé à cette course. Ils vivent leur existence réelle pendant que les autres s'épuisent dans la virtualité. La dernière leçon de Schopenhauer est peut-être la plus importante. Le renoncement intelligent demande plus de courage que l'entêtement aveugle. Dans une société qui valorise la ténacité à tout prix, reconnaître qu'on fait fausse route exige une force de caractère exceptionnelle. Il faut affronter son ego blessé, accepter le regard des autres, supporter d'être traité de lâcheur. Mais c'est précisément cette capacité à transcender la pression sociale qui distingue les vrais gagnants. Ils ne jouent un point pour la galerie mais pour leur propre bien-être. Ils préfèrent renoncer avec sagesse que persévérer dans la stupidité. Si cette exploration de la philosophie schopenhauerienne vous a fait réfléchir à vos propres acharnements inutiles, c'est que le message est passé. Peut-être est-il temps d'examiner ce à quoi vous refusez de renoncer dans votre existence. Ce projet qui stagne depuis des années, cette relation qui vous épuise plus qu'elle ne vous nourrit, cette image de vous-même qui ne correspond plus à qui vous êtes devenu. Les gagnants ont le courage de faire le tri. Les perdants accumulent les échecs comme des trophées de leur supposée persévérance. Abonnez-vous à cette chaîne pour explorer d'autres paradoxes philosophiques. Activez les notifications, à moins que vous ne préfériez sagement renoncer à cette course aux notifications qui polluent nos existences modernes. Schopenhauer approuverait. Partagez cette vidéo avec cet ami têtu qui refuse de renoncer à son rêve de devenir artiste à 45 ans. Et surtout, commentez. Quelle est la chose à laquelle vous devriez renoncer mais que vous continuez à poursuivre par pur entêtement? Arthur Schopenhauer lirait vos confessions avec son sourire sardonique habituel, hochant la tête devant la preuve éternelle que l'humanité préfère souffrir dans l'illusion, plutôt que de trouver la paix dans le renoncement. Après tout, reconnaître qu'on devrait renoncer à quelque chose et continuer quand même, c'est la quintessence même du perdant qui n'abandonne jamais. Bienvenue au club. Schopenhauer avait prévu votre adhésion il y a 2 siècles.